De Talent Bernay, nous sommes au Teillage de Saint-Martin, à quelques encablures de Bernay, avec monsieur Benoît Van Vleeteren, le patron de la société. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une entreprise qui existe, on ne le sait pas tous, mais depuis très très longtemps, vous m'avez dit 75 ans. Alors le lin, pour la famille Van Vleeteren, c'est une passion et c'est aussi une histoire ancienne puisque mon grand-père était déjà tailleur de lin en Belgique. En 1918, il a commencé à travailler dans le lin et mon père est arrivé en 1950 en Normandie, ici, à Saint-Martin-du-Tilleul, pour développer la culture et le taillage de lin. Avant cela, c'était pas très répandu le lin en Normandie? Ça commençait à se développer sur le plateau du Neubourg, dans certaines régions, mais effectivement sur Bernay et Saint-Martin-du-Tilleul, il n'y avait pas encore d'entreprise. Alors vous avez contribué depuis à étendre justement ces cultures sur le secteur, sur le territoire de Bernay. Mais alors mon père est arrivé en 1950, il a commencé tout doucement, le travail était peu mécanisé et j'ai repris l'entreprise avec mon frère José il y a 30 ans exactement, en 1994. Et aujourd'hui, on cultive plus de 4000 hectares. On cultive, les producteurs locaux cultivent et nous apportent au teillage plus de 4000 hectares de lin par an. La fleur de lin, c'est une petite fleur bleue, reconnaissable à sa discrétion. Elle est toute discrète, toute fragile. Elle ne pousse qu'à une certaine période de l'année? Elle arrive lorsque le lin arrive pratiquement à maturité, juste avant la maturité, mais la fleur de lin, c'est vers le 15-20 juin. Elle est très éphémère, la fleur est juste une journée, après c'est d'autres fleurs qui apparaissent les jours d'après. Juste avant l'été. Voilà, c'est ça. Alors il faut être actif, réactif par rapport à la fleur de lin. Sa culture elle nécessite beaucoup de soins. Alors la culture du lin, pour vous comparer à la culture du blé, le blé, lorsque vous passez avec la moissonneuse, le blé est récolté. Le lin, lorsqu'il arrive à maturité, vous l'arrachez, vous le mettez au sol, et c'est à ce moment-là que la récolte commence. Il faut de l'eau, du soleil, il faut un process de rouissage. Alors le rouissage du lin, c'est... comment expliquer? C'est un champignon qui vient se mettre entre la fibre et l'écorce, qui vient permettre la séparation ensuite dans nos machines. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'un champignon vienne se mettre. Je ne veux pas dire que c'est de la pourriture, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un champignon qui se met entre la fibre et l'écorce afin que nous, après, dans nos usines, on puisse transformer et séparer cette fibre de l'écorce. C'est un bon champignon. Justement, parler du mot transformation, Benoît. Quelles sont les différentes étapes de la transformation du lin? Nous, c'est très simple. Le lin arrive en paille, je ne sais pas si on peut le montrer. Bien entendu, oui. Le lin, lorsqu'il arrive des producteurs, il arrive de cette couleur-là. C'est à peu près comme ça. Et lorsqu'on doit le tailler, on doit le broyer, on doit le tailler, et ensuite on sépare. Cela permet une séparation de la fibre et de l'écorce. Regardez, lorsque je triture, on a ici la fibre, et on a l'écorce qui se décroche. Là, vous le faites évidemment à la main, mais on imagine fort bien qu'il va falloir employer des machines. Oui, ça s'appelle des tailleuses de lin. Nous avons 2 tailleuses sur le site qui tournent en 3-8 pendant 10 mois afin de transformer l'ensemble des lins qui ont été produits par les cultivateurs locaux. Qui dit 3-8 dit jour et nuit. Oui, jour et nuit, la semaine, pas le week-end. Vous employez combien de salariés sur le site, Benoît? Entre 35 et 40. Ce sont des machines ultra modernes? Oui, ce sont des machines ultra modernes avec des systèmes de dépoussiérage, des systèmes très performants. Oui, c'est assez moderne, oui. La Normandie est une région qui s'est illustrée sur le plan international par la culture du lin. Oui, alors je peux vous expliquer pourquoi. Pourquoi la Normandie, pourquoi cette zone-là qui est... réputé au niveau culture du lin. Il y a 3 phénomènes, il y a 3 choses particulières. C'est la première chose, le terroir. On a un terroir propice à la culture du lin. Deuxième chose, c'est le climat. On a un climat océanique avec une succession l'été de pluie et de soleil, ce qui permet le rouissage du lin. Et troisième chose, la connaissance et
la connaissance du lin par les producteurs et les tailleurs. Le savoir-faire, c'est ça que je voulais dire. On a un savoir-faire qui est réputé dans le monde et il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui. Je me suis approché volontairement de ces balles de lin parce que vous le voyez, chers adhérents de Terre de Talent Bernay, il y a une différence notable de couleur. On passe du gris clair et puis là on est plutôt sur la couleur blonde. Pour quelle raison? Pourquoi c'est comme ça, Benoît? C'est très simple. Le lin, lorsqu'il est à terre, pour le rouissage, c'est-à-dire que l'eau et le soleil puissent faire son effet, on décide à un moment donné de ramasser le lin. Et suivant le degré de rouissage, si le lin n'est pas encore assez rouillé, il va apparaître plutôt jaune. Et s'il a la couleur parfaite, il va avoir une tendance grise. Et là, c'est un choix économique. C'est-à-dire que lorsqu'on est en pleine saison, on se dit, voilà, ce lin-là, il est de telle qualité, il a telle valeur. C'est peut-être important d'en ramasser un peu moins bien et de ramasser, d'avoir une certaine gamme de qualité pour les clients. Parce que nos clients ont besoin de toute une gamme de qualité pour faire du fil. Quel usage va-t-on en faire? Juste après le taillage, là, les balles sont envoyées dans des filatures. Alors, les filatures, c'est essentiellement en Chine. Aujourd'hui, il reste 2 filatures en France, deux en Europe, une en Pologne, une en Italie, et le reste, ça part en Chine. Est-ce que c'est envisageable de recréer justement des filatures comme ça sur le territoire normand? Justement, il y a le cas particulier où il y a une filature juste à côté de chez nous. La réindustrialisation du lin au niveau des filatures est compliquée puisque le savoir-faire, déjà, il est parti depuis 20 ans en Chine. Et deuxième chose, si on veut réindustrialiser, c'est pour du très très haut de gamme, pour des gens qui ont les moyens de mettre un prix de fil très cher pour du luxe, essentiellement du luxe. Parce que si vous voulez, pour le moyenne gamme ou des choses plus ordinaires, le fil chinois, il est très bien. Bon, alors, juste pour finir sur la Chine, parce que je sais que c'est pas très très bien réputé ou de dire on vend tout aux Chinois. Nous, le marché français, c'est que 5 à 10% de notre production. C'est-à-dire que nous, quand il part en Chine, le lin, il s'en va dans le monde entier. Le plus gros client, c'est les États-Unis. Après, il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, il y a l'Inde, il y a aussi le marché chinois au niveau vestimentaire qui se développe. Donc nous, le fait de livrer en Chine nous permet de développer la consommation du lin au niveau mondial. Le marché français, pour nous, il existe, mais il est relativement petit. La production, elle se chiffre à combien ici? Cette matière, en général, on produit une année normale, parce que l'année dernière, c'était une très mauvaise année. Le lin, c'est aussi conditionné aux aléas de la météo. Effectivement. Alors l'année dernière, on a eu un climat très particulier. C'est qu'on a eu 6 à 7 semaines de temps très sec au mois de mai. Et le lin a très mal poussé. Et on a eu très peu de production. On a divisé par pratiquement 2,5 la production par rapport à une année normale. Donc normalement, on produit 6000 tonnes de fibres longues comme celle-là. Et ces 4 premiers mois de l'année sont marqués par de fortes intempéries, par de fortes pluies. Est-ce que ça, c'est pas aussi préjudiciable pour le lin? C'est une très bonne question. Et effectivement, le lin doit être semé entre le 15 mars et le 15 avril dans des conditions normales de semis, c'est-à-dire un temps qui permet d'aller dans les champs, de travailler la terre, de semer. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 ou 16 avril. Aujourd'hui, on n'a pas encore été capable d'aller dans les champs. Et aujourd'hui, il pleut toujours et ça devient pas inquiétant, mais c'est le moment que le beau temps revienne pour pouvoir aller dans les champs et faire le nécessaire pour le semis du lin. Donc peut-être une petite période de doute, d'interrogation. Oui, effectivement. Mais bon, dans le lin, il y a des doutes tout le temps. Vous avez les semis, après vous avez la culture, la récolte, il faut du soleil, de la pluie, etc. Donc nous, c'est un métier où on a beaucoup d'aléas et après on a le marché en face. Oui. Qui peut aller, qui peut être très différent. Il y a des années où on produit trop par rapport à la demande, donc les prix baissent. Il y a des moments où la demande est supérieure à l'offre, donc les prix augmentent. Donc c'est un petit marché. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de cotation. C'est un marché très petit et par très peu d'acteurs dans le monde. Donc ça peut être très
Ça peut varier assez rapidement. Peut-être un petit mot pour conclure cet entretien, Benoît Van Vleuteren. Un petit mot, je pense que le lin, nous c'est une passion familiale qui existe depuis 1918, donc vous voyez, c'est plus de 100 ans. On en reprend pour 100 ans encore? Je pense, parce qu'il y a ma fille qui est rentrée dans l'entreprise il y a 8 ans, donc les générations se suivent, ils ont toujours la même passion du lin, et c'est vraiment une fibre intéressante et une fibre d'avenir, puisque c'est une fibre naturelle. Nous, c'est une transformation mécanique, le rouissage, c'est l'eau de la pluie, etc. On est quand même dans une fibre qui est dans l'air du temps. Il y a une histoire autour du lin, il y a une fibre naturelle, et je pense que dans les années à venir, on aura besoin du lin. Merci beaucoup, Benoît. On peut donner un contact, celui de votre société? Oui, c'est Teillage de Saint-Martin à Saint-Martin-du-Tilleul.